played, but rather he played in a sort of muted form. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for being with us here in Brussels for this conference. Hello to all people connected online, because as you know today, this is a way to organize conferences and to be connected online. So we have many people from outside. We have a simultaneous translation in German, English, French, and Romanian, as we have many Romanian professionals interested by the topic. So, hello to everybody. With my position of president of the European Tax Advisors Federation, it's a great honor for me today to welcome you at this conference. You know that we used to organize 2 conferences a year, and this one we speak on the from the agreement to implementation. That's the title. Where do we stand with the OECD 2-pillar solution? This is a topic on the table today. We are all waiting for that. We are all ready to move forward, but it is an opportunity to analyze the situation and to update our knowledge of the topic. Before entering the very heart of the topic and give the floor to our great panelists, let me briefly come back to the genesis of this agreement and on the role that we, tax advisors, have to play in the implementation of this landmark agreement. I think it's fair to say that it has been a bumpy road, that a lot has been achieved already, but that we are not yet completely on the final way. The genesis of the OECD 2-pillar solution can be traced back to the recognition that digitalization of the economy has fundamentally changed the way business operate and generate profits. That's a basic point, starting point. There was a broad consensus among countries around the world to start a collective reflection to rethink the international tax rules. And as early as 2013, 10 years ago, the OECD launched the Base Erosion and Profit Shifting Project, the BEPS, well known as BEPS project. In the meantime, at the EU level and an increasing number of member states decided to take unilateral measures in response to this challenge. To avoid a risk of fragmentation of the single market, the European Commission came up in 2018 with a European solution, including a proposal for an interim tax on revenues resulting from certain digital services. In March 2019, the EU finance ministers failed to agree on this proposal, and the ball went back in the hand of the OECD. After years of negotiations, a breakthrough was achieved in July 2021, where an agreement was reached on a declaration setting out the key elements of the international corporate tax reform. And in October 2021, 136 countries adhered to a more detailed statement to address the tax challenges arising from the digitalization of the economy. The 2-pillar solution was born quite recently. In October 2021, Pillar 1 focuses on reallocating taxing rights over multinational enterprises from their home countries to the markets where they generate profits. I would like to mention that ETAF has been a precursor in this matter. Already in 2016, that was our launching conference, ETAF sent a white paper to the Commissioner Pierre Moscovici about precisely this topic. At that time,
only very few people understood the dimension of digitalization and how important it was to shape a fiscal policy that accurately tackled this issue. ETAF also pushed for and welcomed the agreement on Pillar 2, introducing a minimum 15% effective tax rates for large multinational enterprises, as it will contribute to a fairer distribution of tax revenues and a fairer tax system. In a 2022 position paper on the directive implementing Pillar 2 within the EU, we very much insisted on the necessity to ensure uniform implementation at EU and OECD levels, and warned that the timeline for implementation will be challenging for tax professionals. This brings me to the role of tax advisors in implementing the OECD solution. It is our responsibility to provide clear and practical advice to our clients to help them navigating the complexities of these new rules in order to comply. And it is the responsibility of policymakers to give us the right tools to do so, with enough guidance and certainty in this legal text. As we move forward, tax advisors must stand ready and be prepared to any future development, including, who knows, a lowering of the threshold and the event of an application of the new rules to smaller companies in the future. That will come anyway. This being said, let's come back to the question of the day. More than 2 years after the OECD landmark agreement, where do we stand in terms of implementation? For Pillar 2, the deadline was the transposition in the EU set for 31st December 2023, tomorrow, is approaching. Are we ready? What challenges do we face? For Pillar 1, recent progress has been made at OECD, but what chances do we have of having a critical mass of jurisdictions signing and ultimately implementing, and what role the US play? And what impact does this uncertainty have on taxpayers? Finally, we cannot ignore the actuality and the recent vote to start negotiation at the United Nations for a legally binding framework convention on international tax cooperation. So far, the OECD has always led international tax negotiations, almost ready to issue its project. We know that the vote of European member states was negative against this United Nations initiative. So, what will be the impact of this change of forum, if any? To answer all these questions, we have a high-level panel of speakers today. Who will share with us their insight and their expertise. Please join me in welcoming two must-have speakers on this topic. Reinhard Biebel, Head of Unit Direct Tax Policy and Cooperation at the DG TaxUD of the European Commission. Thank you for being with us. And David Bradbury, Deputy Director of the OECD Center for Tax Policy and Administration, who is joining us online due to a last-minute impediment. So thank you, David. Jorge Alberto Ferreras Gutierrez, Financial Counselor at the Permanent Representation of Spain to the EU, is also with us today to give us an update on the work under the Spanish presidency of the Council of the EU. Mona Barak, who will give the perspective of the EU Tax Observatory, as she is a postdoctoral researcher there. To represent the tax profession, we are happy to welcome Christoph Markgraber,
partner at KPMG and member of the Pillar 2 working group at our Australian member, KSW. He will be connected online for keeping for himself the virus COVID recently caused, and we thank him for that. So thank you, Christophe, to being with us, and we know that you do your best, and we appreciate a lot. Last but not least, our panel moderator, Rebecca Christie, columnist for Reuters, Breaking News, and the senior fellow at Bruegel. So Rebecca, the floor is yours. Thank you. Thanks so much. Thanks everyone for coming today, those of you in the room, those of you online, likewise speakers. Speakers, I can see you on a small screen, so I will call to you as we go through, but also if you raise your hand, I will attempt to come back in. We are going to discuss Pillar 2 of the OECD Grand Deal first, followed by Pillar 1. We will have some discussion among the panel on each of these topics, and then if there is time for Q&A, it will be at the very end for all topics. So with that in mind, David, we would love it if you could update us on where we stand on Pillar 2. How are things looking? What are next steps? Great. Thanks very much, Rebecca. Great to join you. Unfortunately, I'm not able to be there with you all. And thanks very much, Philippe, for the introduction that I think did such a wonderful job in setting the scene for today's discussions. In terms of Pillar 2, obviously there are two elements to Pillar 2. There's the global minimum tax and there's the subject to tax rule. And good progress is being made on both of those elements. The subject to tax rule, of course, we have finalised the MLC text, and that has been open for signature. And it's now a question of countries entering into those arrangements. So good progress has been made, certainly at the technical level, and now we await action from the countries. On the global minimum tax, there has been considerable progress there as well. And of course, for many jurisdictions, it will begin to take effect from the 1st of January next year. And just to give a little bit of a sense of the scale of what's occurring on the global minimum tax, we estimate that at this point, about 55 jurisdictions are taking steps towards implementation. And that is not, it's not 145 jurisdictions that we now have in the inclusive framework on BEPS, but we don't need all of those jurisdictions to implement for this to be globally effective. And I just want to spend a few moments explaining how that is the case. Firstly, the global minimum tax rules are what we describe as a common approach. And that means it's not mandatory for countries that have agreed to this agreement to implement the global minimum tax. But if they do choose to implement, they are committing to doing so in a manner that is consistent with the rules that have been agreed. That's the first element. But the second element is that even if they're not implementing the rules themselves, the agreement means that they are willing to respect the application of those rules by other jurisdictions. And when you look at the architecture of the global minimum tax, and in particular with the cascading sets of taxing rights that are allocated, and just stepping back for 1 minute, obviously we've got the 750 million euro threshold, so companies above that threshold that are in scope. It will depend on the effective tax rate at the jurisdictional level. And to the extent that companies are experiencing or benefiting from effective tax rates below that 15% in a jurisdiction, there is, of course, the option for the source jurisdiction to collect that top-up tax. They can do that in any number of ways, but we provide the QDMTT, the Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, as one mechanism through which they might seek to take the first bite of the cherry, if you like. If they choose not to collect that top-up tax, then the next taxing right goes to the jurisdiction of the headquarters. And if neither of those jurisdictions seeks to exercise the taxing right, then we have the backstop rule, which is the under-taxed profits rule, the UTPR. And the UTPR essentially allows a taxing right
that is connected to any subsidiary of the multinational that is within a jurisdiction that has implemented these rules. Now, the UTPR, there is a slight delay on the implementation of that because it was always envisaged that there would be a transition. But I spent a little bit of time going through these rules to just demonstrate that you do not need 100% of countries to implement the global minimum tax for it to be globally effective. And in fact, if we take the countries that have already committed to implementing the global minimum tax, we estimate that by 2025, when the UTPR will begin to take effect, we estimate that around 90% of in-scope multinationals will be within the net of the global minimum tax with the countries that have already announced. So, of course, there are other countries that we're expecting to continue to make announcements around implementation, but already we are reaching a point where there is a very strong degree of coverage across the globe. So I think it's important to note all of those dimensions. And of course, we continue to work with all 145 members of the Inclusive Framework on revising guidance as we move forward. It's a balancing act between making sure we respond to the needs of taxpayers and the tax advising community when it comes to guidance, but also doing that in an expeditious fashion, but also doing it in a way that minimises any uncertainty. And of course, with any major reform of this nature that's being implemented at the global level, there will, of course, need to be some agility in being able to respond to various issues that policymakers just cannot anticipate in advance. And we've certainly shown a willingness to do that. So I'll leave my remarks there, other than to just conclude by saying that I think the global minimum tax is already a reality. It certainly will be from the 1st of January in many countries. And I want to, in particular, acknowledge what I think has been the real circuit breaker in all of this, and that was the decision of the EU member states last year to adopt the EU directive. I really think that once the EU member states took that action, it was really almost a series of dominoes that have begun to fall in terms of countries moving towards implementation. Thanks very much for that. Jorge, can you talk about what member states have been doing since then and where we stand now, please? Yes, well, first of all, thank you for the invitation today. I mean, I think that the great work was made last year in the Council. I mean, it was the main issue for the Pillar 2, which was during the French presidency, and as you know, it was agreed at the end of the Czech presidency. But during this year, there's been also some work to be that has been done in the Council that I would like to mention. First of all, during the Spanish presidency, I mean, the week of the July ECOFIN, it was exactly the same one as when the outcome statement at the OECD in July was issued. So in that ECOFIN, the Spanish presidency informed about all of that. I mean, it was particularly relevant for the Pillar 2 issue since the administrative guidance was approved. I mean, it was agreed exactly the same day at the July ECOFIN, so it was, right on time. So that was, that showed the high interest that it was expressed by the ministers at that time. It was really the hot topic that week. But I would also like to mention that all the member states have been very involved in coordinating among ourselves in all these topics around the Pillar 2 implementation, since there's really a lot of issues to be correctly interpreted. And so there's been a lot of work around among ourselves and together with the Commission. And I think that we've been trying to coordinate on this one.
But I would also like to mention, I mean, of course, this is really important for all of us to interpret the things in the same way. But especially important, it was in November ECOFIN, where a statement by the Council was adopted at the same time as a statement which was issued by the Commission. That statement also showed the importance and all. Welcome all the progress that has been already commented by David and by Philip. A lot of things have been going on at the OECD. So we thought as Spanish presidency it was right on time to express support for all those issues. And in that statement, we welcome all this progress, and in particular, one of the issues that is mentioned by the Commission in its statement, which is that the administrative guidance, which is being published and it's been agreed at the OECD level, is compatible with the Pillar 2 directive. It's important because you know that the directive has been approved last year, and this administrative guidance has been evolving during this year, December, and even last July, February, and last July. So it is important, this view from the Commission as interpreter of the treaties, that it's everything is fine. So for us as member states, we also stated the importance of not achieving the importance of being consistent in the implementation with of the Pillar 2 directive with all this guidance which is being issued by the OECD, in order not to find differences or different standards. So that's what we stated. And we mentioned the importance of the recitals of the Pillar 2 directive, where this is also mentioned. Last year, when Pillar 2 was approved, we all knew that this guidance was evolving, and so that's why we already stated in the recitals that this guidance could be used as a source of interpretation. So I think that's what's really good on time, because as it's been mentioned, member states are right now in this process of preparing the implementation. So it's very good that we have this kind of work of achieving a coordinated way of interpretation. So I will leave here. Thanks for that. Reinhard, can you tell us where the Commission is in working with the member states as they do this, and how's it looking for right now? Thank you, Rebecca, and thanks to ETA for the invitation. We are very happy to come to these events and to explain what we are doing in the Commission with member states and with stakeholders. Let me start by saying that we think that Pillar 2, as David said, is reality. The minimum effective taxation has become reality. And that is a very big development. And I say it's a very positive development. If we look back 5 years from today, I think nobody would have imagined that 140 states sitting around the table would come to a conclusion that a global minimum effective tax rate should be the way forward. Now, we know that not all of those 140 states have decided to implement it for the time being. There are 55, and that includes 27 EU member states. And therefore, I would say that also the directive that has been agreed together with the 27 member states is a success. I know that not everybody in this room and outside there may share this view,
But we think that without the EU directive, we would not have seen Pillar 2 materializing. It has given the whole project the necessary kick to move ahead. Now, why do we think that the global solution is the best one in this field? Because, as the President has mentioned in the introduction, there were several attempts already to solve the issues, the problems that have been identified without success. And we don't think that for this issue, a national or a regional solution can help. The Commission has therefore been very supportive of the two-pillar solution from the start. Now, there are challenges. We are not ignorant. We are fully aware that there are big challenges currently in front of us, and there will still be challenges in a couple of years. Yesterday, I've been at a conference with many people from business and advisors in the audience, and one speaker said, I'm looking into many tired faces. And I think this is true. Everybody is working really, really hard to get Pillar 2 implemented. And the problem is the timeline. Yes, time is very short. However, it's not possible to change the directive just like that and say, okay, let's give ourselves another year or two. That's one thing. The other problem I would see is where are we with legal certainty, knowing that the administrative guidance of the OECD is still developing as we speak. And Jorge has hinted at an important step in this context, that the ECOFIN Council adopted a statement early November that says that pour les affaires économiques et financières a indiqué que les orientations de l'OCDE sont compatibles avec la directive européenne. Et cela va dans le bon sens, cela permet de garantir une meilleure certitude légale et juridique aux différentes parties prenantes qui doivent appliquer la directive. En tant que Commission, nous essayons de faire notre possible pour échanger avec les États membres, pour écouter leurs questions, y trouver des réponses. On a des échanges intenses avec les États membres. C'est compliqué, c'est très technique, mais c'est nécessaire. Nécessaire pour garantir une application effective de la directive. Et nous poursuivrons ces dialogues pour veiller à la bonne application de la directive et du deuxième pilier. Où en sommes-nous dans la transposition? Alors, nous le savons, il reste peu de temps d'ici à la fin de l'année. Et je dirais que ça se passe plutôt bien, comme pour les autres transpositions de directives européennes, même s'il y a des obstacles, des difficultés. C'est difficile, notamment pour certains États membres. Cela dépend un peu de leur situation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut y avoir des élections qui ralentissent les processus. Il y a parfois dans certains pays des ressources limitées. En tant que Commission européenne, nous tentons d'aider, de faciliter ce processus dans la mesure du possible. Jusqu'à présent, nous sommes toujours optimistes, nous restons optimistes, nous pensons que les États membres pourront transposer la directive dans les temps et de manière globale. Autre point important à noter, tous les États membres ne vont peut-être pas transposer la directive. Pourquoi? Eh bien parce qu'en son article 50, il y a une dérogation indiquant que si l'on a moins de 12 groupes dans sa juridiction nationale s'il y a moins de 12 groupes, on a plus de temps pour mettre en place l'impôt minimum. On sait que certains États membres vont opter pour cette dérogation. Donc en 2024, on n'aura peut-être pas les 27 États membres qui auront transposé cette directive. En fin de compte, nous pensons que ça reste une réussite, l'application de ce deuxième pilier. Nous soutenons, en tant que Commission, la solution à deux piliers de l'OCDE. Nous préférerions voir plus de juridictions non européennes rejoindre ce mécanisme. Évidemment, c'est souhaitable pour nous. Nous savons également, néanmoins, que cela peut fonctionner sans eux.
On en aimerait plus, mais on sait que ça peut fonctionner sans eux. Nous ferons de notre mieux pour promouvoir la transposition et l'application de la directive et pour fluidifier les choses. Et nous savons également qu'il faudra du temps pour voir les résultats. Ça ne va pas se faire sur 1 an ou 2 ans. Ça prend du temps. Ça prend du temps à appliquer. Ça prend du temps de veiller à la bonne application de la directive et du deuxième pilier. Et puis, il faut un suivi de ce nouveau système. Tout ça, ça prend du temps. Merci beaucoup. Christophe, vous travaillez à la mise en œuvre, à l'application. On se réjouit de voir ce que vous pouvez nous dire sur la mise en pratique de ce deuxième pilier, surtout au vu des variations régionales existantes. Oui, merci beaucoup. Alors, bizarrement, mon son est ou plutôt ma voix est un peu bizarre, peut-être en raison de la Covid que j'ai attrapée il y a peu. Mais voilà, je suis quand même content de pouvoir participer à cette réunion virtuellement, même si je n'ai pas l'occasion d'être parmi vous en chair et en os. Permettez-moi de vous en dire un peu plus sur la façon dont je vois l'application de la directive et du deuxième pilier en tant que conseiller. Alors, je viens d'Autriche. Nous avons environ 120 entreprises multinationales basées en Autriche. Et nous pensons avoir 6500 entités en Autriche qui seront couvertes par ces nouvelles règles. Lorsque l'OCDE a publié ses propositions et règles en 2021, on s'est intéressé à la question du deuxième pilier. Honnêtement, la plupart des entreprises en Autriche ont commencé à s'intéresser au deuxième pilier lors de la publication de la loi en Autriche. Auparavant, elles ne s'y intéressaient pas, à ce deuxième pilier. Donc, elles ont commencé véritablement à s'y intéresser lorsque nous avons publié notre projet de loi. C'était en octobre de cette année, le mois passé. Auparavant, elles étaient parfois conscientes du deuxième pilier, mais elles en faisaient fi, puisque la loi n'était pas encore appliquée. Et voilà, c'est vraiment le mois passé que les choses ont évolué. Alors, nous avons environ 60 pages de textes législatifs. On a des orientations qui sont reprises dedans. Et pour beaucoup d'entreprises, une difficulté, c'est de digérer toutes ces informations. C'est le cas également pour les conseillers fiscaux. Les entreprises doivent savoir quel est ce deuxième pilier et ce qu'elles doivent faire. Il y a également des complexités dans la loi qu'il faut traiter, aborder. Et le pilier 2 emmène également certaines difficultés. On base le deuxième pilier sur tout ce qui est compte. Et donc, il faut voir quand les déclarations fiscales contrôlées sont publiées, quand elles sont disponibles, etc. Certaines entreprises ont des comptes consolidés mais voilà, ces déclarations financières, ces déclarations fiscales, elles ne sont pas toujours les mêmes.
il y a des complexités en tout cas liées à cette communication d'informations financières et fiscales. Et donc, pour pouvoir se préparer aux obligations du deuxième pilier, on a besoin de ces informations financières consolidées, alors qu'elles ne sont pas toujours disponibles en temps et en heure. Les règles vont devoir être appliquées par tous les pays, conformément au deuxième pilier. Ainsi, les entreprises vont devoir vérifier les différentes juridictions dans lesquelles elles opèrent pour savoir quelles sont les juridictions qui appliquent le deuxième pilier, si elles l'appliquent, dans quel temps, est-ce que il y a certaines règles particulières. Toutes ces questions, au final, eh bien, il n'est pas possible d'y répondre à 100%, avec une certitude à 100%. Donc on a encore des incertitudes. Incertitudes pour savoir quels pays vont adopter la directive et le deuxième pilier, de quelle façon, à partir de quand est-ce que ce sera véritablement mis en vigueur en 2024, dans quel pays. Donc il y a des incertitudes. En ligne, certaines informations sont disponibles. On peut avoir une idée de l'étape à laquelle en sont les différents pays dans l'application de la directive et du deuxième pilier. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'estimations, des hypothèses qui sont émises. On doit savoir sur quel pays, entre guillemets, on doit se concentrer pour les calculs liés au deuxième pilier l'année prochaine. Et voilà, ça fait véritablement partie des défis que l'on rencontre dans le secteur privé. On constate que beaucoup d'entreprises multinationales n'ont pas encore compris toutes les règles et toutes les obligations qui leur incomberont dans quelques mois. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et l'interprète a fait de son mieux vu du son de monsieur. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a parlé un peu de l'Europe, mais quid de la perspective mondiale? On avait peur d'un ralentissement des activités dans l'Union européenne. Que pouvons-nous en penser? Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Quelques remarques d'abord sur le pilier 2 en tant que chercheuse. À l'Observatoire auquel je travaille, ces dernières années, nous avons essayé d'obtenir des estimations sur ce que les pays gagneraient grâce au deuxième pilier. Le deuxième pilier est prometteur, bien évidemment. Cela permet d'enrayer cette course vers le bas en imposant un taux d'impôt minimum et en obtenant donc des revenus potentiels supplémentaires. Nous savons qu'il existe déjà d'autres instruments et nous nous demandions justement si GILT, par exemple, allait s'appliquer avant ou après le deuxième pilier. Et il est important de comprendre les priorités d'application, de savoir quel outil, quel instrument est appliqué en premier, parce que cela aura un impact sur la collecte fiscale. Alors, on a également les règles CFC. Comment vont-elles être appliquées? Est-ce que c'est avant le QMTT ou après? Des clarifications restent encore nécessaires s'agissant des différents instruments à appliquer. Ensuite, les crédits d'impôt. Alors, vous le savez, les crédits d'impôt, ils peuvent être traités de différentes façons. Beaucoup de gouvernements, beaucoup d'autorités
notamment celles des paradis fiscaux, vont certainement mettre en place des crédits d'impôt. D'un côté, on aura une collecte d'impôts au travers du deuxième pilier, mais voilà, ça va créer des sortes de vides dans le sens où certains gouvernements vont rembourser les entreprises au travers de crédits d'impôt. Ensuite, les dérogations, les carve-out. On sait que les administrations peuvent retirer un montant proportionnel au nombre d'employés actifs de l'entreprise dans le pays. Donc, ces dérogations, on se demandait comment elles allaient être utilisées. Peut-être que certains pays vont être encouragés à transférer une partie de leurs actifs et de leur personnel dans d'autres pays pour justement réduire les paiements d'impôts au titre du deuxième pilier. Donc, voilà un peu les différents aspects qui se posent au niveau international. Et ensuite, vous aviez une question sur le premier pilier? Oui. Alors, certains avaient peur que le pilier 1 soit bloqué, oublié si le pilier 1 et le pilier 2 n'étaient pas liés. Eh bien, pour moi, il y a des liens entre les deux piliers, mais jusqu'à présent, effectivement, ils ont été traités séparément. Certains pays voulaient insister sur l'application du deuxième pilier avec le premier pilier, parce que certains pays voient un potentiel dans le pilier 1. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être que pour eux, le pilier 2 ne va pas générer beaucoup de revenus. Le pilier 2, il va peut-être générer des revenus pour certains. D'un point de vue QMDT, il faut être un pays où on a de grandes entreprises qui opèrent. Sinon, on ne va pas obtenir beaucoup de revenus. Par contre, si on pense obtenir des revenus de la règle d'inclusion des revenus, alors effectivement, la situation est différente. Le pilier 1 reste intéressant. Il est différent, mais il reste intéressant. Dans le pilier 1, on réalloue les droits d'imposition à des pays, même si la multinationale n'opère pas physiquement dans le pays. Et ça, eh bien, ça nous ramène justement à la numérisation de l'économie. C'est plus pertinent que le deuxième pilier. D'où l'importance pour certains pays du premier pilier. Certains pays, eh bien, voilà, cherchent peut-être plus à une sorte d'impôt numérique plus que dans le deuxième pilier. Voilà, nous clôturons la première partie de cette conférence. Alors, on va parler des différences avec les différentes juridictions, comment les juridictions mettent en application les différentes solutions et comment cela affecte la progression. Alors, je pense que, tout d'abord, si un pays met en application ces règles, il aura du mal à collecter les différents impôts dans les différentes juridictions. Donc, une fois que les juridictions voient cela arriver, il y aura des avantages parce qu'elles pourront se préparer. Et s'il y a assez de pays qui appliquent cette règle, comme je l'ai indiqué précédemment, il y en a déjà qui ont manifesté leur intérêt de mettre en application cela. On couvre 90%. Eh bien, on voit déjà qu'il y a un effet positif. Si je pouvais juste m'arrêter sur une question en particulier, celle de l'extension par rapport à l'impôt minimum global. Un point important et intéressant, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu étrange. Il y a dans la juridiction des textes qui permettent
de donner des incités et qui permettent de donner des incitants, pardon. Et ces incitants doivent être présents dans les juridictions. Donc ça, c'est vraiment... On s'est rendu compte que plus de la moitié de ces incitants la plupart des textes par rapport aux taxes, aux impôts, concernent les incitants et les impositions à moins de 50%. Et ça, c'est très important pour les pays qui ont des impositions très élevées. En particulier, pour les multinationales et donc qui profitent justement de ces incitants. Donc je pense que c'est important de noter que ces règles, et en particulier les différentes juridictions qui donnent cette opportunité, et parce que il y a beaucoup de juridictions qui mettent en application le QDMTT, on va se retrouver dans une situation, particulièrement lorsque l'UTPR entrera en fonction, où les MNE qui opèrent dans des juridictions dans celles-là vont payer un minimum de taxes, et qu'il y ait la règle ou pas. Donc, un avantage avant qui permettait aux juridictions d'avoir une politique fiscale intéressante, eh bien, cet avantage va s'évaporer. Et désormais, les impôts vont pouvoir être pris par les juridictions locales. Et c'est important pour différents pays parce que d'un point de vue économique, il va falloir que les différents pays implémentent cette politique pour pouvoir justement prendre les impôts, mais malgré ces incitants fiscaux. Et l'interprète a fait de son mieux avec le son et la qualité du son qui était extrêmement mauvaise. Alors, je reviens à ce que David a dit. Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose que Mona a dit. C'est par rapport au fait que le pilier 1 et pilier 2 doivent être vus comme un package. C'est une question intéressante. Alors, je ne pense pas que l'on ait déjà dit qu'ils ne peuvent être adoptés que comme un package. Ce ne sont pas des jumeaux inséparables. Mais la Commission a toujours été en faveur des deux. Si vous regardez la directive sur le deuxième pilier, il y a même une référence au pilier 1 qui dit la Commission doit suivre les progrès effectués au niveau du pilier 1 une fois que maintenant que le pilier 2 a été accepté. Donc, il y a une logique, évidemment, il y a un lien entre le pilier 1 et le pilier 2. C'est une solution à deux piliers. Et la manière dont les juridictions voient cette solution, c'est une approche simple en disant où est-ce que je vais pouvoir retirer le plus de revenus. Et c'est une réaction tout à fait naturelle et logique. Comme d'autres États diraient, bien, pourquoi est-ce que je vais devoir mettre en application un système tellement compliqué alors que j'aurai du mal à le suivre, à le contrôler? Et je sais que je n'aurai aucun revenu ou aucun euro ou dollar en plus. Donc voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver, que nous devons tous trouver pour s'assurer que malgré la complexité et tous les efforts, les résultats soient positifs. Il y a quelque chose à tirer de cette solution, peut-être pas pour tout le monde, mais en général, il doit y avoir un résultat positif. Et je pense que ça, c'est un élément positif que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Alors, on passe au pilier 1. Où en est-on au niveau de l'Union européenne? Au niveau de la ratification, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec la ratification, on avance. On va se concentrer sur le premier pilier. Le pilier 1, c'est
quelque chose de différent par rapport au pilier 2. Le premier pilier demande une convention multilatérale, demande une réallocation des droits d'imposition. Donc, c'est quelque chose de... une conception différente. Si vous regardez l'objectif, ici, on parle, bon, je ne sais pas, on est entre 80 et 100 MNE dans le monde, alors qu'avec le deuxième pilier, on parle de beaucoup d'entreprises, même au sein de l'Union européenne, quelques milliers. Donc, c'est vraiment un impact totalement différent. Et dans le même temps, les revenus, les recettes qui vont être réattribuées sont limités également. Ce sont des recettes résiduelles et pas des recettes énormes. Néanmoins, la Commission a toujours soutenu ces piliers. Il y aura peut-être des gens qui disent « Bon, ben moi, je ne pense pas que le pilier 1 va un jour voir le jour. » Et peut-être que les arguments... ils ont peut-être des arguments, oui, mais nous ne pensons pas. Nous pensons que cela vaut la peine d'investir dans la solution du pilier 1, qu'il est important que les juridictions clés adhèrent à cette solution. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en faveur de la finalisation du MLC, de sa signature, qui est l'étape suivante. Et ensuite, il y aura une étape qui s'appelle la ratification, qui est un petit peu en dehors de notre contrôle, parce que ça va passer dans les sphères politiques. Et personne ne sait, ne peut prédire l'issue de cette question, mais en tout cas, on espère que ce sera un scénario tout à fait raisonnable. Alors, qu'est-ce qui est positif en termes de progrès? Eh bien, on pense le fait que le projet de MLC a été publié le 11 octobre par l'OCDE. C'est une étape très importante parce que maintenant, on voit qu'on se rapproche du texte final. Il y a aussi plusieurs centaines de pages de déclarations avec des explications. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous aurez peut-être un peu de temps à Noël pour la parcourir. C'est très intéressant. Alors, il ne faut pas ignorer qu'il y a des pieds de page dans cette déclaration qui font état de certains doutes, de questions qui restent sans réponse jusqu'à présent. Il y a encore des questions avec l'Inde, le Brésil, la Colombie, des questions avec le Canada. Donc, tout n'a pas encore été résolu, mais on pense que c'est un signal toutefois positif. C'est également très positif dans le contexte que le Trésor des États-Unis ont commencé directement leur consultation à ce propos. Et c'est la raison pour laquelle le processus a été retardé. On aurait bien voulu, en tant qu'Union européenne, avoir un système, un projet prêt à être signé, mais le système fait qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Et jusqu'au 11 décembre, lorsque cette consultation devrait être terminée. Donc, on espère que cela va donner un élan positif, qu'il y aura des résultats positifs pour les entreprises et pour le Congrès aussi. Il y a un risque que d'autres questions émergent, peut-être en référence à l'OCDE, on n'espère pas, parce que cela retarderait encore le processus. Et en parlant des États-Unis, nous savons tous que pour le pilier 1, nous avons besoin d'une masse critique et c'est un peu différent parce que pour le pilier 2, ce n'est pas le cas. Si vous regardez la définition d'une masse critique, c'est très clair. Certains pays doivent y adhérer et les États-Unis en font partie. Le pilier 1 ne se fera pas sans eux. Donc, si l'Union européenne veut continuer avec le premier pilier, nous avons besoin de grandes juridictions et de grandes zones économiques. Donc, nous espérons que tout se passera bien. On voit des signaux positifs jusqu'à présent.
Et dans le même temps, il y a également le risque que plus longtemps est le processus, le risque est que les États-Unis pourraient dire non, ça devient trop compliqué pour nous, on s'approche des élections et nous avons de bonnes intentions, mais politiquement, on ne peut pas. Donc voilà, ça, ce serait vraiment dommage. Et nous, en tant que commission, on essaye d'aider le plus possible et de favoriser le processus pour au moins arriver à l'étape du MSC final et que l'on puisse le signer et d'essayer de rallier un maximum de juridictions. N'oublions pas non plus la somme B par rapport à la somme A. La somme B, c'est un élément important du package avec le premier pilier. On y reviendra. On comprend que c'est une partie importante et on a entendu des différentes parties prenantes qu'ils disent que sans bonne solution sur la somme B, on ne pourra pas travailler sur la somme A. Et dans le même temps, ce que l'on voit, c'est qu'on est loin. On est loin d'avoir une bonne solution sur la somme B. On a encore quelques semaines de disponibles, peu de temps de travail, donc on espère qu'on pourra résoudre ce problème en temps voulu. Alors, il y a un argument, certaines juridictions disent « Oh, ben, nous, on aurait bien aimé adhérer à la somme A, mais étant donné que la somme B n'est pas prête, on aurait bien voulu avoir cela et donc on ne peut pas adhérer. » Alors, pourquoi est-ce que nous, on soutient autant cette question en tant que commission? Eh bien, parce que nous ne voulons pas une solution où on n'a pas de premier pilier. Ce serait peut-être mieux pour certaines entreprises, je ne sais pas, peut-être que oui pour les fiscalistes, pour les conseillers fiscaux, mais s'il n'y a pas de premier pilier, il y aura une avalanche de DST nationales qui vont différer dans une mesure importante et cela ne va certainement pas faciliter la vie il faudra voir cela comme une fragmentation de l'environnement fiscal. Alors, pour le pilier 1, la Commission n'a pas d'intention d'arriver avec un outil de transposition. Il y a eu des discussions au niveau interne, mais pour être très clair et honnête, cela ne ferait pas sens d'avoir une convention multilatérale qui doit être signée, ratifiée, et qu'en plus, au-dessus de ça, on aurait une directive européenne. Je ne pense pas que tout cela soit nécessaire pour adopter quelque chose du genre. Alors, pour conclure, je voudrais juste parler de BeFit, puisque vous en avez parlé. Je pense que c'est trop tôt, qu'il est trop tôt pour discuter de l'interaction entre le pilier 1 et BeFit. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il y aura des interactions, il y aura des questions par rapport au séquençage des différents effets, comme le pilier 1. BeFit comprendra, une fois qu'il sera adopté par le Conseil, si cela arrive, une formule qui va permettre la réallocation des recettes au sein de l'Union européenne. Et bien sûr, la question, c'est de savoir comment ça va interférer avec les systèmes de réallocation qui découlent du premier pilier pour les MNE. Dans le cadre du premier pilier, nous, en tant que commission, on a dit dès le jour de l'adoption, c'était mi-septembre, prenons un petit peu de temps. Prenons un petit peu de temps pour discuter de BeFit. Si on regarde également la date prévue dans la directive, on reconnaît qu'il faut avancer d'abord au niveau du deuxième pilier et puis au niveau du premier pilier et parallèlement discuter de BeFit et voir quelles seront les interactions éventuelles. Et puis, c'est après qu'on mettra en application BeFit. BeFit, c'est le remplacement des cadres fiscaux nationaux. Donc, la fonction du premier pilier devra être remplacée par BeFit. Alors oui, il y aura aussi des questions d'interaction, mais on y répondra
en temps voulu. Merci beaucoup pour cette intervention, David. Alors, je sais on pourrait dire plein de choses là-dessus. Donc, moi, je voudrais savoir quel est le calendrier pour la signature? Et bien sûr, il faut faire la différence entre signature et ratification. Et quel délai avons-nous avant cette avalanche de DST? Alors, bonne question, bonne question. Et moi, je soutiens tout ce qui a été dit jusqu'à présent en termes de là où nous en sommes, en termes de calendrier. Je pense qu'il faut noter que nous avons eu la déclaration qui a été publiée en juillet et on s'attendait à ce que si on faisait assez de progrès à une signature de la Convention d'ici à la fin de l'année. Bien sûr, avec les États-Unis qui ont entamé un processus, cela signifie qu'il y a peu de probabilité d'avoir une signature à la fin de l'année. Alors, il y a quelques questions, des questions qui restent sans réponse pour un petit groupe de pays. Et les questions principales sont liées à la redistribution de marketing. Au niveau technique, il y a différentes possibilités pour répondre à ces questions, mais je pense qu'il y a une opportunité aussi de répondre à ces questions. Alors, en ce qui concerne le Canada a eu des inquiétudes par rapport aux résultats, mais le Canada a toujours soutenu la solution. Donc, moi, je ne l'inclurai pas dans les pays. C'est un pays qui a exprimé des réserves, mais qui n'est pas contre. Alors, en termes pour les États-Unis, et ça, c'est une partie importante de la discussion parce que c'est là où une grande partie des multinationales se trouve. Et le système va fonctionner, notamment aux États-Unis. Et donc, les États-Unis sont le pays numéro 1. Donc, les États-Unis doivent approuver, doivent ratifier ce texte. C'est crucial. Et puis, je pense que nous avons tous notre propre compréhension des défis à cause du système politique des États-Unis aussi. Et je pense que cela demandera d'avoir le soutien bipartisan au niveau du Congrès. Donc, l'initiative qu'a pris les États-Unis doit être vue comme un signal positif parce que c'est une preuve de l'engagement de l'administration des États-Unis. Donc, on n'est pas encore à la signature, mais dans tous les cas, cela montre leur volonté de continuer le processus d'engagement avec le Congrès, qui sera très important si on veut mettre en application cette solution. Donc, à ce niveau-là, c'est une étape importante et positive. Dans tous les cas, il faut savoir qu'on n'aura pas de signature avant la fin de l'année et c'est un processus. Donc, le processus consultatif des États-Unis, lui, prendra fin en décembre. Et à ce moment-là, on va continuer les discussions pour essayer d'arriver donc à la fin du processus. On espère de pouvoir continuer ce processus, de pouvoir avancer et se rapprocher de la signature pendant
première moitié de l'année prochaine. Il y a encore des questions à résoudre, mais je pense que si on réfléchit, qu'on fait un pas en arrière, qu'on regarde où nous en sommes, nous avons un texte qui est en fait le fruit du consensus de nombreux pays, avec des pays très importants qui travaillent encore sur certaines questions, mais qui travaillent de manière très constructive et qui participent au processus de manière très constructive. Et beaucoup de personnes pensent que cette déclaration ne verra jamais le jour. D'autres, par contre, pensent que ce processus est tout à fait positif. Et dans tous les cas, nous faisons beaucoup de progrès. Il y a encore du chemin à parcourir, mais je pense que nous avons les preuves que ce texte reflète un grand consensus entre les différents pays et qui montre que beaucoup de pays s'engagent par rapport aux différentes dispositions. Alors, on n'y est pas encore, on s'y rapproche. Et un cadeau de Noël sera peut-être de ne pas attendre à une signature, mais en tout cas, dans tous les cas, on va y arriver, on va arriver à la signature. Alors, merci. Alors, on a une réunion hybride. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce qui s'est passé la semaine passée. On a des pays, par exemple, d'Afrique qui se sentaient exclus, qui voudraient mettre fin à ce cessez-le-feu fiscal, si je puis dire. Alors, comment gérer tout cela? Eh bien, nous observons parfois une sorte de déconnexion dans les négociations. Je dirais que on a toujours des pays qui essayent d'aller au-delà d'un consensus ou d'un compromis et donc de faire passer leurs intérêts en premier. Mais dans l'ensemble, je pense que on a une bonne satisfaction des pays en développement, y compris des pays africains, puisqu'ils ont participé à l'élaboration de ces piliers. Quelques exemples. Les seuils. Des seuils ont été fixés par les pays en développement. Le sourcing des revenus. Certaines règles sur l'élimination de la double imposition. Toutes ces dispositions, elles sont dans l'accord à la demande de pays en développement qui ont négocié de façon très efficace. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des débats sur ce qui est dans l'accord, ce qui n'y est pas, mais ce que j'encouragerais, c'est de se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain, pas simplement sur la rhétorique ou le contenu, les formulations de l'accord. Il faut s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Au niveau de l'ETAF, on a un grand engagement. On travaille justement la mise en place d'orientation sur l'application du deuxième pilier, sur l'impôt complémentaire domestique national qualifié, le QDMTT et autres. Mais l'objectif de chacun, c'est bien de pouvoir potentialiser le deuxième pilier. Certains pays voudront continuer à débattre de certains points. Alors peut-être que ça se fera au niveau de l'OCDE, au niveau des Nations Unies, peut-être également. C'est légitime d'entamer ces discussions, mais voilà, comme je le disais, c'est important de regarder ce qui se passe sur le terrain et de voir ce que font également ces pays
Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'il s'agit de l'application du revenu minimum, il faut de l'imposition minimale, il faut regarder ce qu'ils font. Et dans l'ensemble, ils étaient heureux de leur participation à ces négociations. Merci, merci beaucoup. Revenons-en à l'Europe. Quid des États membres? Que pense-t-il de tout cela? Bien, tout d'abord, un commentaire, si vous me le permettez, sur le lien entre pilier 1 et pilier 2, qui a été soulevé par d'autres collègues. Au Conseil européen, nous avons également eu des déclarations dans cette direction. Il est clair que les États membres s'intéressent à ce lien entre les deux piliers. Lorsque la directive sur le pilier 2 a été approuvée, une déclaration a été effectuée en faveur également du premier pilier. Et bien évidemment, les deux piliers sont liés, mais les calendriers d'application ne sont pas les mêmes. Je pense que tout le monde le reconnaît. Ça, c'est un point à garder à l'esprit. Alors, que se passe-t-il au Conseil s'agissant du pilier 1? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. En tant que présidence espagnole, nous étions prêts. La Commission avait annoncé la possibilité de publication d'une directive. Donc on était prêt à travailler là-dessus. Mais au final, il y a eu des retards dans les processus, notamment au niveau du cadre inclusif. Au niveau des États membres, je dirais plutôt qu'on travaille à la coordination, à la préparation des réunions de l'OCDE. Un peu comme on l'a fait pour le pilier 2, on le refait pour le pilier 1. On essaye de se coordonner en amont des réunions de l'OCDE, mais voilà, au niveau du Conseil, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire s'agissant du premier pilier. Ensuite, la question des États-Unis. Philippe les a mentionnés. On en a reparlé. Je pense que sous la présidence espagnole, nous avons bien avancé. Nous sommes parvenus à une position commune de l'Union européenne et des États membres en ce qui concerne la coopération fiscale au sein des Nations unies. Donc, au Conseil européen, nous sommes mis d'accord sur une position Cette position commune, elle a été très utile pour les négociations qui ont eu lieu, l'IUN. Et nous avions donc une position commune qui nous a permis de rester solide lors des négociations donc, à l'ONU. On est resté soudés, on était un bloc. Dans le rapport du secrétaire général, il est indiqué que plusieurs options ont été présentées. Certains États membres ont soutenu une proposition plutôt qu'une autre, mais qu'importe, nous étions parvenus à un moment donné à une position consensuelle au Conseil européen. Et c'est un point positif. Dans la résolution qui a été approuvée, il est indiqué qu'il fallait créer un nouveau cadre, une nouvelle convention. Et donc, il est clair qu'il y aura des négociations à l'avenir
Et je pense que c'est un point à prendre en compte au Conseil. Au Conseil, nous devons continuer à travailler à l'élaboration d'une position commune dans notre intérêt commun. Autre point important, les États membres de l'Union européenne ont voté contre certaines options. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne voulait pas créer de doublons dans les travaux qui sont en cours au niveau de l'OCDE. Donc ce n'est pas que l'Union européenne ne veut pas travailler au niveau des Nations unies sur une position commune. On reconnaît tout le travail qui a été accompli, mais on veut éviter les doublons avec l'OCDE. D'où la position de l'Union européenne. Lors de ces négociations. Encore un dernier mot, si vous me le permettez, sur BFIT, donc ce cadre pour l'imposition des revenus. BFIT a été présenté par la Commission européenne en septembre. Reynard a déjà parlé des liens avec le premier pilier et le deuxième pilier. Beaucoup de choses doivent être prises en compte. En tant que présidence espagnole, nous avons organisé des présentations au sein du Conseil, mais nous n'avons pas pu entamer de véritables négociations en la matière. Comme l'a dit la Commission, ce n'était pas l'objectif. Je pense que les différents États membres ont exprimé lors des réunions et des groupes de travail qui ont été organisés l'importance de se concentrer sur ce que nous avions sur la table pour le moment. Les traductions, par exemple, n'étaient pas prêtes pour que l'on puisse initier les négociations. On avait pas mal de pain sur la planche et il fallait se concentrer déjà sur ce que nous avions. Désormais, les États membres s'intéressent à ce qui se passe sous le pilier 1, sous le pilier 2. Et voilà, les choses vont avancer. Mais tout ça, c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas plus concentré sur ce dossier en tant que présidence espagnole. Un dernier mot sur l'impôt des services numériques, le DST. Des propositions avaient déjà été soumises au Conseil, mais elles avaient été mises de côté en raison de cette solution à deux piliers. Je pense que tout le monde cherche une solution pour la position des services numériques. J'espère qu'on parviendra à une solution au travers de la solution à deux piliers, mais sinon, si ça ne fonctionne pas, eh bien évidemment, c'est quelque chose que l'on gardera à l'esprit. Ce DST. Certains États membres, d'ailleurs, mettent en place des impôts sur les services numériques. Donc ça n'a pas totalement disparu, c'est présent. Mais ça pourrait aller plus loin à l'avenir. Mais on va voir. Je pense qu'on doit trouver une solution dans tous les cas à la position de ces services numériques. Et le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup pour ces informations. Mona, on a entendu pas mal de choses, on a entendu pas mal d'optimisme. Est-ce que vous êtes optimiste également? Alors que ce soit le pilier 1 ou le DST, ce qui est commun, ce qui est consensuel, c'est le fait qu'on doit imposer les multinationales. Même si les mécanismes sont différents, on s'accorde là-dessus. Même si tous les États membres de l'Union européenne convenaient de mettre en place le pilier 1, si les États-Unis ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a besoin d'une masse critique. Sans les États-Unis, les revenus réalloués au titre du premier pilier seraient très faibles.
Pourquoi? Eh bien parce qu'au vu des seuils que nous avons pour le moment, sous le pilier 1, le groupe couvert, ce sont ceux qui sont qui ont les plus gros bénéfices. 20 milliards d'euros. Dans un de nos rapports, nous avons évalué qu'il y aurait 68, 69 multinationales qui rentreraient dans le champ d'application du premier pilier. La moitié sont basées aux États-Unis. Ça vous donne une idée de la réallocation de bénéfices. Ensuite, après les États-Unis, on a la Chine, puis l'Union européenne et ses multinationales. Donc, on en a une dizaine. Et on est à 13 pour la Chine, d'après nos estimations, hein, bien évidemment. Alors, le problème avec le premier pilier, c'est que sans les États-Unis, comme je le disais, ça ne fonctionnera pas, parce que les revenus seraient trop faibles. Beaucoup de voix se font désormais entendre pour dire que si le premier pilier échoue, eh bien certains pays pourraient remettre en place, pourraient réactiver leur DST, leur imposition des services numériques, ce qui entraîne des questions. Effectivement, nous aurions beaucoup de législations différentes règles qui s'appliqueraient aux multinationales. On aurait potentiellement des doubles impositions. L'idée du pilier 1, c'était d'éliminer notamment cette double imposition. Donc pour être sûr que les multinationales n'allaient pas avoir une charge fiscale plus élevée, mais sous le pilier 1, l'élimination de la double imposition est la raison pour laquelle certains pays avaient peur de travailler sur le pilier 1, contrairement au pilier 2. Dans le pilier 2, soit on gagne, soit on ne gagne pas. Par contre, dans le pilier 1, on peut y perdre. On peut y perdre parce qu'on pourrait être un pays qui devrait bien rembourser les impôts. Donc, que ce soit les DST ou le pilier 1, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et nous allons voir dans les mois à venir comment les choses évoluent. Nous allons voir s'il y a une convergence sur ces sujets. Mais il est clair que qu'on soit en faveur du DST ou du premier pilier, l'intérêt commun, c'est l'imposition des revenus issus de l'économie numérique. Merci beaucoup. Alors, on est un peu en retard sur notre horaire, mais vu que vous y connaissez en la matière, comment est-ce que ça se perçoit sur le terrain? Alors, on a toujours en Autriche un impôt sur les services numériques pour le moment. Je dirais qu'il y a eu plus de débats sur le pilier 1. En tout cas, avant la publication de ce projet de loi sur le pilier 2. Donc en Autriche, il y avait un intérêt pour le premier pilier et cette imposition des services numériques. Dans la pratique, désormais, avec cette directive, le projet de loi autrichien, etc., on constate qu'il y a moins d'intérêt pour le premier pilier. Et on n'a pas de multinationale qui serait couverte par le premier pilier. Peut-être une au mieux. Ainsi, on ne nous demande pas de conseils en la matière en tant que conseillers fiscaux autrichiens. Par contre, les DST ne se limitent pas aux grandes multinationales. La portée est plus large et plus intéressante dans la pratique. En ce qui concerne le premier pilier, je dirais que sa pertinence en Autriche est faible.
ça n'a pas suscité beaucoup d'intérêt en Autriche, excepté pour les entreprises qui payent justement un impôt sur les services numériques pour le moment. C'est plus cette question de l'imposition au sens large des revenus numériques qui est débattue. Dans tous les cas, ces différents mécanismes pourraient soit faciliter, soit complexifier la situation actuelle. Au niveau de l'Autriche, je dirais que cette question des montants A, B, on s'intéresse plus aux montants B en Autriche. Au niveau du ministère, je pense que s'il y a une application du premier pilier, il n'y aurait plus de DST. Merci. Alors, peut-être un point sur lequel vous souhaiteriez revenir, une remarque de clôture. Alors oui, bien sûr, on se prépare tous à Noël, hein. Un élément que je voulais relever brièvement, c'est la question de ce que nous voulons faire avec le pilier 1. On l'a mentionné dans différentes interventions ici. En fait, le pilier 1 a été créé pour aborder l'économie numérique. Si on revient en arrière, ce sont les États-Unis qui, pendant les discussions, ont dit « Pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter aux entreprises numériques? Essayons d'agrandir, d'élargir le champ d'application et d'impliquer d'autres industries, d'autres économies. » Alors, je ne sais pas si c'était intelligent ou si on n'a pas tout à fait considéré la chose, mais le fait est que la menace que l'on pourrait utiliser maintenant, de dire si vous n'êtes pas d'accord ou si on ne peut pas atteindre un accord sur le pilier 1, vous serez bombardé par plusieurs impôts sur vos services numériques. Et c'est probablement la raison pour laquelle aux États-Unis, les industries non numériques, par exemple dans le domaine de la construction, se disent moi je m'en fiche du pilier 1 parce que en soi, je n'ai pas de crainte par rapport à un impôt sur les services numériques. Alors pourquoi est-ce que je devrais promouvoir ce système? On va voir à quoi ça va ressembler avec l'évolution des choses. Il semble que le département du Trésor est plutôt optimiste pour pouvoir rallier toutes les parties prenantes à cette cause. Merci en tout cas à tous d'être venus. Je vais passer à Philippe pour les remarques de fin. Merci beaucoup pour votre attention tout au cours de ce débat. J'aimerais remercier tous les orateurs pour vos contributions qui étaient vraiment nécessaires pour une meilleure compréhension et pour l'implémentation de ce système à deux piliers. Merci beaucoup Rebecca, notre modératrice, qui a géré le débat avec perfection. Alors, je pense que c'était important pour souligner les difficultés auxquelles les fiscalistes, les conseillers fiscaux et les décideurs politiques sont confrontés et la manière dont l'Union européenne va prendre en compte les orientations de l'OCDE. C'était également essentiel pour fournir au public une mise à jour sur l'état du premier pilier et aussi l'impact que les États-Unis pourraient avoir dans le développement de ce processus. En tant que fiscaliste, il est de notre rôle de rester vigilant en identifiant et en rapportant tous les défis liés à la mise en application auxquels nous pourrions être confrontés et de continuer à travailler en étroite collaboration avec les décideurs politiques, avec les autorités fiscales pour s'assurer que la solution à deux piliers
pourra permettre d'atteindre les objectifs escomptés sans créer de charges indues pour les contribuables. Excusez-moi donc d'utiliser ce terme de charge indue. Encore une fois, je remercie tout le monde pour votre contribution. J'espère que vous avez apprécié ce débat. Et j'ai le plaisir maintenant de vous inviter à boire un verre. Ce sera en dehors de la salle, juste ici à côté, au niveau du bar. Et donc j'espère qu'on pourra continuer à discuter et à échanger sur ce sujet autour d'un verre. Je vous remercie.